de la langue de bois technocratique. De quoi on parle là? Tout le monde va comprendre tout de suite, comptabilité de stock pour la France. Combien vaut, à votre avis, la cathédrale de Chartres? Aucune idée. Alors en plus, elle n'est pas à vendre. Mais si elle vaut quelque chose, ou bien c'est l'infini, ou bien c'est le franc symbolique. La Tour Eiffel, c'est un peu pareil. Encore, c'est un monument dont le tourisme est visité payant. Donc la Tour Eiffel est un objet économique. La cathédrale de Chartres, même pas. L'entrepreneur qui achèterait la Tour Eiffel, probablement, ferait payer les visiteurs de la Tour Eiffel. Donc c'est une très belle entreprise. Et la valeur de ce patrimoine Tour Eiffel est une valeur qui est incommensurable par rapport au poids de l'acier. La Tour Eiffel, 7300 tonnes d'acier. À 700 € la tonne, ça fait 5 110 000 €. 6 950 186 visiteurs en 2007 et 236 445 812 depuis sa construction en 1889. En 2006, son chiffre d'affaires était de 56 068 168 €, soit 10 fois son prix au poids de l'acier. Mais comment chiffrer la valeur du symbole? Demandez à n'importe qui sur la planète, la France, c'est la Tour Eiffel. Et quand on veut représenter la France, on met une Tour Eiffel comme ici à l'hôtel Paris de Las Vegas. Et si on veut vraiment faire authentique, on met en plus un chef français en cuisine. D'ailleurs, un authentique chef français, on en a mis un à la tête du Jules Verne, le restaurant qui occupe le 2e étage de la Tour Eiffel, la seule, la vraie, l'unique, celle du Champ de Mars. Bienvenue chez Alain Ducasse. On réclame 2 foie gras. Ah oui, chef. Service. On est ici à la 8. Service, on y va. Chef, foie gras, cocotte, s'il vous plaît. Service. 46. Combien vaut ce savoir-faire sauf Frenchy? Et à combien pourrait-on évaluer ce geste du sommelier, fruit d'une tradition multiséculaire? Ce qui est certain, c'est qu'Alain Ducasse, comme Paul Bocuse, Marc Vera, Gaston Lenôtre et tant d'autres, a su valoriser ces traditions françaises. Son groupe est à la tête de plusieurs dizaines de restaurants, tous plus prestigieux les uns que les autres à travers le monde. Des restaurants dont les cuisines sont généralement tenues par des chefs, français bien sûr, et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 millions d'euros. Comment voulez-vous gouverner un pays qui compte plus de 246 fromages, aurait un jour déclaré le général de Gaulle. Winston Churchill aurait dit qu'un pays qui compte autant de fromages ne peut pas mourir. Ce qui est certain, c'est que Nicolas Sarkozy, lui, a clairement exprimé le souhait que le patrimoine culinaire français, fromage compris, soit inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, qui en a la charge. En attendant que la vénérable institution se prononce, les touristes étrangers, eux, sont chaque année plus nombreux à venir goûter cet art de vivre à la française. Depuis les années 90, la France est la première destination touristique au monde. Près de 80 millions d'étrangers viennent chaque année séjourner dans l'Hexagone. Comment expliquer cet engouement ? D'abord, la France bénéficie d'un climat tempéré. Pas de cyclone, pas de tornade et aucun tsunami depuis on ne sait même plus quand. Ensuite, une situation géographique exceptionnelle, une invraisemblable variété de paysages. Plus de 7000 km de côtes, des plaines, des montagnes, des bois, le tout situé au centre du continent européen, pile poil entre nord et sud. Ce qui, au cours des siècles, a permis aux Français d'accueillir régulièrement des vagues de touristes. Un peu envahissants, mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, les touristes qui viennent en France des 4 coins de la planète sont heureusement nettement plus pacifiques et beaucoup plus généreux. Chaque année, ils dépensent dans l'Hexagone un peu plus de 40 milliards d'euros. Bon, résumons. La Tour Eiffel vaut beaucoup plus que son prix au poids de l'acier. Une assiette de foie gras chez Ducasse, beaucoup plus que son prix à la carte. Notre climat, nos côtes, notre territoire nous rapportent des milliards d'euros chaque année. Bon ben, ça va. D'un seul coup, je me sens mieux. Un peu comme si je venais d'hériter d'un riche aïeul, finalement.
assuré de demeurer à l'abri du besoin grâce aux revenus de ses terres, et goûtant paisiblement la douceur d'une vie préservée de la folie du monde. La France a d'autres chances aussi, c'est que dans son patrimoine industriel, par rapport par exemple à un pays comme les États-Unis, qui est en train de se désindustrialiser à peu près complètement, il reste dans la population active adulte américaine 11% de gens qui travaillent dans le secteur manufacturier, celui où on produit, celui qu'on consomme. Chez nous, il doit rester encore 28-30%. De fait, si certaines entreprises françaises délocalisent leur production vers des pays à faible coût de main-d'œuvre, beaucoup d'entreprises étrangères préfèrent investir en France. L'Hexagone est même la deuxième destination préférée des investisseurs internationaux après la Chine. Pourquoi ? Parce que la France bénéficie d'infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques d'une qualité exceptionnelle. Parce que les services publics y fonctionnent mieux que dans beaucoup d'autres pays. Parce que, aussi, les salariés français sont très performants, selon les études internationales. Les Français travaillent moins que beaucoup d'autres, c'est un fait statistique. Mais leur productivité horaire moyenne les place parmi les plus efficaces de la planète. Des salariés très efficaces donc, qui pour les 2/3 d'entre eux travaillent dans de petites entreprises qui constituent un tissu très dense de sous-traitants potentiels pour les grands groupes, étrangers ou pas. Car le patrimoine industriel français, ce sont aussi quelques très grands groupes d'envergure internationale qui sont souvent nés d'une politique volontariste de l'État. La France a la chance d'être très forte dans les trains rapides, ce qui est un facteur d'avenir, d'être très forte dans l'énergie nucléaire civile. On va en pas s'apercevoir qu'on en a besoin et ça va repartir au monde entier, d'être pas mauvaise dans l'espace, d'être très bonne en construction aéronautique, et d'avoir les deux grands constructeurs automobiles qui ont des chances de résister au niveau européen. L'Italie va pas bien, l'Angleterre c'est fini, l'Espagne c'est fini, et l'Allemagne est en moins bonne santé que nous. Donc il y a quand même des chances. Mais grand Dieu, quel travail à court terme, et quelle intelligence profonde de la gestion économique il faudrait à tous nos gouvernants pour tenir ça très bien. Une intelligence économique profonde, peut-être est-ce celle dont a fait preuve le gouvernement français en investissant 110 millions d'euros dans le capital des chantiers de l'Atlantique en novembre 2008. Les chantiers de l'Atlantique, l'un des plus importants chantiers navals d'Europe, d'où sont sortis parmi tant d'autres les paquebots Normandie et France. Un site industriel emblématique créé en 1955, racheté par Alstom en 1976, cédé à un groupe norvégien en 2006, passé sous contrôle sud-coréen en 2008 et promis à un avenir incertain. Jusqu'à ce que l'État reprenne un tiers du capital. Objectif, assurer le maintien en France de l'expertise des chantiers navals, préserver l'emploi et protéger les intérêts stratégiques du pays. Un investissement qui gonfle encore un peu plus le très épais portefeuille d'actions détenu par l'État dans les entreprises françaises. 374 milliards d'euros, soit 37 fois le déficit de la sécurité sociale. 374 milliards qui ne sont pas comptés dans le bilan de l'État. Le marché est fluctuant, le marché est cyclique. Qu'est-ce que je dois prendre dans mon bilan ? Vous savez que c'est la question qui aujourd'hui se pose de manière très cruciale pour le système financier, mais qui se pose aussi pour le bilan de l'État. Quand j'apprécie la valeur totale des participations de l'État en fin d'année, 80% ou 90% du capital de EDF, 70% du capital de Gaz de France Suez, ça représente bon nombre de dizaines de milliards d'euros. Mais la valeur au 31 décembre 2008, société cotée, titre valorisé par le marché, elle va être appréciée à la fin de l'année 2008 à un chiffre très sensiblement moins élevé qu'au 31 décembre 2007. Comment dois-je considérer, comment dois-je comptabiliser, représenter, valoriser tel phénomène ? Prenons par exemple le cas d'Air France KLM, dont l'État français détient 16% du capital, soit 960 millions d'euros en janvier 2008.
Mais en janvier 2009, l'action ayant perdu 50% de sa valeur, l'État ne détient plus que 480 millions d'euros sans avoir rien vendu. L'État s'est-il appauvri pour autant? Non, parce que le groupe Air France-KLM reste une des entreprises les plus solides du secteur aérien. Et qu'en ne comptant pas dans son bilan les actions qu'il détient, l'État se met à l'abri des fluctuations de la bourse. On peut prendre d'autres exemples. Vous l'évoquiez, les biens patrimoniaux. Alors on peut dire, le Palais du Luxembourg, c'est un immeuble. Alors cet immeuble, comment est-ce que je l'évalue? Est-ce que je l'évalue à une valeur de marché? Est-ce que je l'évalue à une valeur de convenance? C'est un monument historique. Il appartient au patrimoine français